Bonsoir. D'abord, une petite précision. Moi, je suis là simplement parce que d'abord, je suis un ami de Joe Correa, dont j'ai suivi le projet depuis des années, disons, en tant qu'ancien critique de cinéma, et peut-être aussi parce que je suis un peu un témoin de cette époque, que moi-même, je dois ma survie à des justes. Ce n'est pas, je trouve, tout à fait banal le fait que la présentation de ce DVD, qui est d'ailleurs plus qu'un DVD, on va en parler dans un instant, ait lieu alors que sur nos écrans, il y a actuellement le film Hannah Arendt. Le film Hannah Arendt nous rappelle, à travers le procès Eichmann, à quel point la désobéissance passive aux ordres, le respect des institutions peut mener à des actes absolument aberrants, sinon monstrueux. Et justement, le personnage dont nous allons beaucoup parler ce soir, forcément, c'est un exemple même de la désobéissance au nom de principes moraux, de principes éthiques. Il y a eu, heureusement, quelques exceptions à cette même époque. Il y a effectivement, vous le savez, il y a eu le consul de Chine à Vienne, et Fan Chen, grâce auquel quelques amis juifs ont trouvé la survie à Shanghai. Il y a eu également le japonais, Shimike Tsuhajira, qui lui était consul en Lituanie, et qui a délivré aussi des visas aux juifs lituaniens. Il y a eu le cas du commissaire de police, je crois, du canton de Saint-Gall, en Suisse, Paul Brunninger, qui lui aussi a contrevenu aux ordres des autorités suisses en permettant à des juifs de trouver refuge dans son pays. Donc, je voudrais préciser que nos deux amis ici présents sont impliqués dans ce film depuis ses débuts, mais on va parler de ses débuts parce que c'est une histoire assez extraordinaire. Non seulement l'histoire du consul est extraordinaire, mais la genèse même de ce film. Donc, je précise, Jean-Paul Bergman, c'est le directeur... Jean-Pierre Bergman. Jean-Pierre Bergman, oui, bien sûr, moi, je le connais depuis très longtemps. Voilà. Lui-même est cinéaste, et à une époque où d'ailleurs faire du cinéma en Belgique était quelque chose de plus héroïque encore qu'aujourd'hui. Et aussi, tu étais précurseur du vidéoclip, non? Oui, justement. Effectivement, je voulais rappeler qu'il a attiré vers Bruxelles dans les années 70, vers les années 60, années 70, les plus grands artistes de variété qui venaient enregistrer des clips tout à fait extravagants, d'ailleurs, avant-gardistes pour l'époque, une formule qui a été beaucoup copiée par la suite. Donc, il a été le directeur de production, c'est-à-dire le Deus Machina du projet. Et Henri Serranca, non seulement a écrit la musique, qui joue un rôle important, non seulement, je dirais, comme soutien du film dans le film lui-même, mais qui de plus s'est impliqué d'une manière incroyable dans ce film, puisqu'il en est devenu un des coproducteurs. Alors, avant tout, je voudrais effectivement qu'on évoque l'histoire, non pas dans le film, mais l'histoire du film lui-même. Je veux dire que malgré, aujourd'hui on peut dire que c'est un sujet extraordinaire, eh bien malgré ce sujet absolument extraordinaire, il a été extrêmement difficile de monter cette production. Ça, je peux en parler parce que c'est la première expérience que j'ai dans le domaine de production en plus. Et je vous dirais la dernière, parce que je reste compositeur avant tout, ça c'est mon métier absolu. Mais disons que ici, bon, c'est pas un film qui m'a séduit parce qu'il y a une star ou quoi que ce soit, parce que je considère que la star du film ici, c'est le sujet. Et le sujet, c'est un homme de conviction qui a sauvé 30 000 personnes en désobéissant un dictateur, Aristide Salazar, et Aristide de Sousa Mendes, le consul de Bordeaux, qui était donc à Bordeaux, a réussi à sauver 30 000 personnes, dont 10 000 juifs, en donnant des visas. C'était extraordinaire. À tel point qu'à un moment donné, il n'avait même plus des passeports, donc il donnait des visas sur des morceaux de papier.
il les signait dans la rue parce que le consulat lui était interdit à un moment donné, parce que l'ambassadeur lui avait déjà dit qu'il serait démis de ses fonctions. Donc c'est extraordinaire. Et malgré tout, il a suivi sa conscience, et c'est ça qu'il faut démontrer ici. Aristide de Souza Mendes, c'est lui la star du film, c'est le sujet, et c'est ce qui m'a inspiré aussi à lui dédier une symphonie que j'ai écrite au long de ce film. Je passe les détails, je passe la parole à Jean-Pierre qui... Il faut dire, ajouter par rapport à ce consul, qu'il a pris des risques absolument insensés. Oui. Complètement à l'encontre tout à fait. de son gouvernement. Tout à fait. Il a désobéi alors à la circulaire 14 que Salazar avait donc fait passer à tout le monde. Il a, malgré tout, malgré qu'il savait que les frontières espagnoles étaient fermées à un moment donné, il est passé outre parce qu'il y avait un poste frontière qui n'avait pas de téléphone à l'époque, et il a réussi à faire passer des milliers de personnes à cet endroit. Donc cet homme savait très bien ce qu'il y avait en jeu, donc il allait perdre son métier. Il est d'ailleurs mort dans la misère en 1954. Yad Vashem l'a reconnu juste parmi les nations. C'est un homme où on se dit, mais c'est incroyable, il était aristocrate, catho. Mais il disait, quelle que soit la race ou sa religion, je n'ai pas le droit à laisser mourir un homme. Et il a de ce fait désobéi à Salazar, qui lui, par contre, ne voulait pas octroyer un visa aux juifs, aux communistes, à certains. Bon, il faut savoir qu'il a sauvé des gens, même pas seulement des juifs, donc il y a eu 10 000 juifs, mais il y a eu Charlotte de Luxembourg, il y a eu des démocrates, il y a eu Salvador Dali et sa femme, il y a eu Montgomery Clift, l'acteur américain. Donc c'est absolument ahurissant. Et moi-même, j'ai eu la chance de rencontrer un homme sauvé par Aristide de Souza Mendes en montrant ce film, puisque la Belgique ne m'a pas donné un bal pour produire le film, je dois bien dire la vérité, et donc j'ai dû aller chercher l'argent pour la production aux États-Unis, et je me suis retrouvé dans des synagogues en train de montrer un film inachevé, pour essayer de trouver des donateurs ou des investisseurs. Et à New York, lors d'une présentation de ce film, il y a un vieux monsieur qui a levé le petit doigt après la présentation, il m'a dit, vous savez, votre film dit la vérité parce que j'ai été sauvé par Aristide. Et ce monsieur s'appelle Korngold, et j'en parle dans le livre, justement, que vous voyez ici. Donc il y a même sa photo dans la synagogue, avec monsieur Rollat, qui était d'ailleurs un des donateurs principaux, qui m'a permis de terminer le film. Voilà. Ça nous ramène justement à toute la bataille pour monter ce film. Ça, c'est vraiment pas banal. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, Jao venait me parler de ce projet et se débattait contre l'indifférence générale, les réticences, les doutes, effectivement, auquel le fait que la Belgique n'a guère aidé, si elle a aidé, et on se dit, mais qu'est-ce que ça a à voir avec nous, etc. Mais c'est intéressant de rappeler ça. Oui, en fait, João Correia, qui est un des co-réalisateurs, donc c'est le co-réalisateur du film, qui n'est pas là pour le moment, il est absent, il est à l'étranger, mais il y a déjà au plus de 20 ans qu'il avait ce projet, en tant que, puisque João Correia, comme son nom l'indique, il est d'origine portugaise, évidemment, et c'était un de ces personnages portugais qu'il avait découvert, alors que il a fallu attendre 84, c'est-à-dire bien après la Révolution des œillets, pour que le consul soit réhabilité. Alors il a toujours eu cette idée de parler de ce personnage, parce qu'il faut quand même imaginer un personnage qui est un diplomate issu d'une grande famille portugaise, catholique, pratiquant, 10 enfants. Ça n'empêchait pas d'avoir une maîtresse à Bordeaux, mais enfin ça c'était dans les mœurs de la bourgeoisie portugaise. Et donc, et ce personnage qui vivait quand même dans le luxe, il avait fait fabriquer dans les usines Ford à Anvers un véhicule spécialement conçu pour transporter sa grande famille avec tous ses enfants, etc. Enfin bon, c'était quand même un personnage qui n'était pas banal et qui n'était pas tellement dans la ligne de ceux qui étaient
tellement sensible à la misère du monde, on pourrait se dire, hein, c'était quand même un peu en dehors, c'était un milieu privilégié. Et bien brusquement, là, devant cette misère, devant ces gens qui s'accumulent devant son ambassade, et dont la seule possibilité d'échapper aux nazis sera de traverser l'Espagne d'abord pour arriver au Portugal et prendre un bateau et partir, eh bien, il va prendre la décision complètement inattendue totalement, de faire des visas, enfin d'écrire des visas, de signer des visas, et de forcer la porte de l'Espagne et de permettre à tous ces gens de s'enfuir. 30 000 personnes, c'est énorme. En 9 jours, il signe 32 000 visas, ce qui est quasiment un exploit extraordinaire et qui est évidemment le plus grand sauvetage par une seule personne. Le plus grand sauvetage individuel de toute la guerre 40-45. Et donc, Joao avait été frappé par ça. Il avait d'abord voulu faire une série d'ailleurs, qui était sur comment les Juifs avaient pu échapper, enfin les peu qui ont pu échapper, mais comment on a essayé, les Juifs ont essayé d'échapper d'Europe pendant cette terrible époque. Et ça devait être une série télé avec une coproduction internationale, ça n'a jamais pu se faire, parce qu'il y a toujours une télé qui n'est pas d'accord avec le sujet, un coproducteur qui trouve que ce n'est pas ça qu'il faut raconter, enfin il y a toujours des difficultés comme ça. Et finalement, il s'est rabattu sur la Belgique et le Portugal pour essayer de faire un film qui soit une coproduction entre la Belgique et le Portugal. Après bien des problèmes, après des réunions, après des essais de coproduction avec la France, qui finalement, alors que ça se passe quand même à Bordeaux, en France, n'ont jamais vraiment défendu le sujet. Ils se sont contentés d'en faire vaguement un téléfilm. Le sujet qui reste toujours très sensible en France, il faut le dire franchement. Oui, oui, exactement. Hein, pourquoi est-ce que ça a dû être un Portugais qui a laissé échapper finalement la France, qui à cette époque-là n'était de France des gens, alors que le pays n'était pas entièrement occupé. Ça, c'est quand même effectivement un point d'interrogation. Donc là, ça a été très mal aussi avec les Français. Et finalement, on a été obligé de produire le film avec des capitaux portugais. Et le producteur portugais a foncé brusquement et a décidé de faire le film sans vraiment avoir d'autres possibilités que l'argent portugais. Et on s'est vite rendu compte, enfin en tout cas quand Henri était pour faire la musique, puisqu'il fallait quand même des Belges dans ce projet, Joao était belge et Henri, compositeur, était belge aussi. Et bien quand il est arrivé, il a vu que le producteur portugais n'avait même pas les moyens de faire la post-production, c'est-à-dire tout ce qui est, après le tournage, tout ce qui est la finition du film. Et donc nous nous sommes mis à la recherche d'argent un peu partout, mais surtout donc en Belgique, mais finalement nous en avons trouvé aussi en Pologne, et nous avons trouvé des sponsors privés qui nous ont aidés à terminer ce film, sinon on n'aurait jamais pu le faire. Et c'était une véritable saga pour que, jour après jour, trouver l'argent presque heure par heure pour finalement terminer ce film dans les meilleures conditions et en faire même une version française, ce qui est rare pour un film tourné ailleurs. Et tout ça grâce à un certain monsieur qui s'appelle Zygmunt Rolat, un américain aujourd'hui, mais d'origine polonaise juive, de Częstochowa en Pologne, et qui m'a permis vraiment de terminer le film, parce que c'est lui qui a payé pour la version française, pour les effets spéciaux, pour tout ce que Jean-Pierre vient de dire, tout ce qui consiste en post-production, c'est-à-dire le mixage en Dolby, etc. Donc c'est quand même un apport de près de 100 000 $, c'est pas mal. Je n'ai eu aucun subside de la part de la Belgique, j'insiste, c'est bien pour ça que je reste compositeur dorénavant, en espérant que les compositeurs seront mieux payés qu'auparavant. Des participations, un peu d'argent. Non, ce que j'ai eu surtout, c'est en Pologne, et je dois dire, là je défends les Polonais, puisque je les connaissais, j'ai fait beaucoup de films en Pologne. Je suis allé en Pologne avec le film en leur disant, écoutez, j'ai pas d'argent, est-ce que vous pouvez m'aider à terminer ce film? Parce que j'ai très peu, parce que si je devais payer le prix officiel, ça aurait coûté 500 000 $. Mais bon, on s'est arrangé sous forme de pourcentage. Donc j'ai eu encore une fois des équipes qui se sont mis au travail pour faire le mixage du son, le découpage du son, parce qu'il y a le montage son, le mixage en Dolby. Et donc, en étant d'accord pour participer aux recettes. Donc, vous voyez, il faut toujours trouver des amis, sinon c'est pas possible de terminer un film, quoi. Et là, je veux dire qu'on a, à cause du sujet, on a trouvé beaucoup de gens intéressés.
parle-nous davantage de la musique, parce qu'effectivement, tu t'es impliqué d'abord à travers la musique, mais je voudrais que tu reviennes davantage sur le rôle de la musique, sur l'esprit dans lequel tu l'as composé et la place essentielle qu'il joue dans ce film. Oui, effectivement, la musique, je me suis retrouvé donc sur le tournage, donc c'était à Viana do Castelo, au nord du Portugal, et donc là je me suis rendu compte qu'il fallait apporter autre chose que simplement tourner l'histoire de Aristide de Sousa Mendes. Et donc avec João Correa, donc le co-réalisateur, avec Francisco Manso, qui est le réalisateur, le co-réalisateur aussi, nous avons pensé à une idée de faire passer à travers l'histoire un maestro. Donc un gars qui a été sauvé par Aristide de Sousa Mendes, mais qui est devenu maestro bien longtemps après, grâce à Aristide qui l'a sauvé. Donc c'est la seule histoire fictive dans le livre, mais elle aurait très bien pu se passer. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer un jeune orchestre dans cette petite ville portugaise, donc l'école de Viana, c'est ça, donc des étudiants en musique qui étaient passionnés, et donc vous voyez parfois des enfants qui ne dépassent pas leurs instruments, donc pour vous dire, c'était incroyable. Et en faisant quelques répétitions, on est arrivé à enregistrer une symphonie qui a fait l'objet, donc, à travers le film, de cette musique qui devient obsédante, que je voulais ramener chaque fois qu'il y avait ce fameux exode. Et donc à la fin du film, je ne vais pas vous raconter tout le film, parce que je crois qu'il faut le découvrir, mais on se rend compte que la musique est importante. Et j'ai été beaucoup plus loin, parce que j'ai inventé une autre forme de distribution, parce que je me suis dit, sortir le film dans les salles de cinéma d'une façon traditionnelle, c'est pas Indiana Jones, on le sort dans une salle, les gens ne vont pas accourir, il n'y a pas de star, il n'y a pas de star, l'acteur est connu mais au Portugal, mais bon, le sujet il n'est pas encore très connu, mais il commence à se faire connaître parce que bon, il y a très peu de gens qui étaient au courant de son histoire à Aristide de Sousa Mendes. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire des concerts, un peu comme à l'époque, quand vous aviez le cinéma muet, et donc un peu comme Méliès, bon, je ne vais pas jusqu'à Méliès, parce que lui, il emmenait carrément sa caméra et son projecteur, mais ici, j'ai voulu chaque fois, donc, interpréter, à travers un orchestre symphonique, les trois thèmes principaux du film, ce que j'ai fait jusqu'à présent. Nous avons déjà eu la chance de faire une première mondiale à Volubilis, à Bruxelles, où M. Barroso est venu, puisqu'il est comme président de la commission, et il était ministre des Affaires, je pense, des Affaires extérieures, ou je ne sais pas, au Portugal. Quand il a inauguré un monument d'Aristide de Sousa Mendes. Donc, après un an de patience, j'ai réussi à la voir. Il a fait un super discours. D'ailleurs, si vous allez sur YouTube, vous allez voir ce fameux concert qui, pour moi, était magique, parce que donc là, je dirigeais l'orchestre philharmonique de Bruxelles, le BPO, et suivi de la projection, qui n'était pas dans de bonnes circonstances encore à l'époque. Décidément, ce film m'a donné plein de... Je vais vous dire, c'était une croisade qui a duré 3 ans, avant d'en arriver là, parce que même à Volubilis, on a eu des problèmes avec le son. Ce n'est que maintenant, enfin, que le Dolby, donc le mixage Dolby, est mis en exergue, et je suis content du résultat. Même ce livre nous a pris des mois avant de le réaliser, et ma foi, vous verrez, c'est pour ça que j'ai mis le CD, donc la musique du film, ainsi que le film lui-même, dans le livre. On va revenir tout de suite au livre, parce que c'est, comme je disais tout à l'heure, parlant, c'est plus qu'un BD. Mais je voudrais quand même revenir sur 2 choses. Le personnage de fiction que vous avez introduit dans le scénario, et ça mène toujours à une réflexion plus générale, c'est une réflexion plus générale. On me sabote. C'est à quel point, très souvent,
la fiction introduite dans un contexte de réalité ajoute à la crédibilité d'une histoire pourtant vraie. L'importance de la fiction dans la reconstitution historique. Oui, tout à fait, parce que le spectateur s'intéressera beaucoup plus, forcément, que si on lui donne un cours, un documentaire, simplement voir les merveilleuses choses que le consul a fait. Mais bon, ça nous permettait d'en tirer un long métrage, ce que les Français n'ont pas réussi à faire, puisqu'ils ont tiré un téléfilm avec Bernard Lecoq, qui parlait de la désobéissance, mais qui est de loin, je trouve, moins intéressant que, d'après ce que j'ai vu, que ce que nous avons fait. Donc, ça, c'est sans flatterie. Oui, le film est plus anecdotique. Le film français est beaucoup plus anecdotique. C'est finalement la vie quotidienne de notre ami, le consul de Bordeaux. Et ce n'est pas vraiment le thème du sauvetage et finalement le problème moral qui s'est posé au consul, parce qu'évidemment au début il était d'accord de faire exception pour quelques personnes. Oui, bon, d'accord, le grand rabbin, quelques membres de sa famille, quelques juifs dans l'avenant, d'accord, qui risquaient beaucoup, mais pas tout le monde. Enfin, c'est impossible de donner des visas à tout le monde. Il voulait choisir. Et après, évidemment, la décision a été de ne pas choisir, de faire des visas pour tout le monde. Tous ceux qui étaient menacés devaient pouvoir partir. Et c'est évidemment la grande différence. Quand on peut faire de temps en temps un geste, mais là, il a fait le geste ultime pour tout le monde. Et ça, c'est important. Et je voulais dire aussi que la musique, donc liée au personnage, puisque le personnage est un directeur d'orchestre, un chef d'orchestre, qui est parti pour le Brésil et qui revient donner une sorte de concert d'hommage à ce Portugal qui lui a permis de partir. Il avait caché ses origines juives, mais là, il les retrouve et il les assume. Et évidemment, la musique était le point crucial. Et je pense que d'ailleurs, moi qui ai fait beaucoup d'images sur la musique, puisque j'ai fait des vidéoclips, et que c'est très excitant finalement de faire des images sur la musique, et bien là, on a pu monter son film en partie sur la musique d'Henri Serroca. Et d'autre part aussi, je pense que la musique, c'est quand même ce qui met l'émotion, avec le jeu des acteurs bien sûr aussi, mais l'émotion dans une histoire, l'émotion dans un film. Et là, c'est même l'émotion dans une histoire vraie, en fait. Et c'est vrai qu'un documentaire aurait pu nous donner des indications factuelles sur ce qui s'est passé, mais ne nous aurait jamais donné cette émotion que l'on ressent en voyant ce film. Parce qu'on est vraiment avec des gens qui n'ont pas d'autre issue que d'attendre un geste de quelqu'un qui est unique et peut décider tout seul de la vie et de la mort de quelqu'un. Alors tout à l'heure, tu as amorcé quelque chose d'extrêmement important parce que aussi mouvementée qu'a été la production, d'une certaine manière aussi originale, compte tenu de la manière de faire face aux difficultés qui se présentaient. L'exploitation, c'est ce que je disais, ce terme de ce film est elle aussi absolument original, parce qu'on peut dire que voilà un film qui est porté à bout de bras, un film qui est accompagné auprès des spectateurs. Des concerts dont tu parles, mais de façon générale, je voudrais que tu parliez, parce que c'est l'histoire maintenant de ce film qui circule dans le monde entier, alors qu'il n'est pas dans les grands circuits commerciaux, alors qu'il n'y a pas une major derrière lui, etc. Ça, c'est une histoire extraordinaire également. Oui, pour l'instant, il circule surtout en Europe, à mon grand désespoir, parce que j'ai déjà trouvé un distributeur américain il y a 2 ans, quand j'étais à New York, justement, et ce monsieur se désespère parce qu'il voudrait le sortir aux États-Unis. Mais malheureusement, les droits appartiennent aux producteurs portugais, et donc je rame un petit peu, quoi. Mais je vois justement qu'on a un ami qui vient d'arriver. Il est un peu en retard, mais je voudrais quand même vous le présenter. C'est Antoine Pinto. Et grâce à Antoine Pinto, je dois dire, j'ai pu faire la musique, parce que je vous dis, ça a été une croisade. Hein. Ça a été 3 ans de croisade, et tout au début, d'ailleurs, mon partenaire dans le business, M. Gordon Edwards, qui est venu aussi, m'a présenté Antoine il y a à peu près 3 ans, je dirais. Et grâce à Antoine, j'ai pu composer cette musique, puisqu'il a produit la musique. Et donc, pour moi, c'était un démarrage. C'était même avant d'avoir les rênes du producteur, parce que je commençais, je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc.
Et Antoine Pinto a gentiment nous a aussi, alors là c'était plutôt du côté gourmandise, prêté le restaurant à un moment donné où toutes les personnalités qui étaient venues à Volubilis lors de la Première mondiale sont venues manger. Donc le patron de Belgaquil, je voulais vous présenter Antoine Pinto qui est là. Voilà. Et surtout graphiste. C'est vrai que je dois dire que c'est lui aussi qui a fait le travail de graphisme que vous voyez ici sur le livre. Donc ça a été un travail qui a quand même duré plus de 3 mois, je dois dire, parce qu'il y avait toutes les traductions polonaises, il existe en polonais, anglais et en français. Voilà. Je ne vais pas vous lâcher sur l'exploitation, la diffusion, parce que ça, c'est presque quand même une chose assez exceptionnelle. Moi, je suis vraiment épaté de la façon dont vous avez frappé et forcé les portes et parfois passer par les fenêtres, mais tout circule bien. Oui, justement l'exploitation. Venons-en, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai trouvé une nouvelle formule de distribution, c'est-à-dire nous avons, grâce à, je dois dire, à M. Ramani qui est ici aussi, mais son téléphone vient de sonner, donc Moïse Ramani, du Bnei Brit, donc une association juive qui nous a aidé beaucoup dans l'organisation des projections en France. Grâce à ça, j'ai pu donc montrer le film à chaque fois dans des salles différentes, dans des villes différentes comme Biarritz, Pau, Nice, Cannes, Lyon. J'étais à Paris aussi, à l'Institut Cervantes, ça c'était quelqu'un d'autre. Mais nous avons fait une vingtaine de projections à travers la France, même Genève, et tout ça grâce à Moïse Ramani, qui est ici présent aussi. Je voudrais qu'on l'applaudisse parce que sans lui, je n'aurais pas eu toutes ces projections. Et voilà, donc, tant bien que mal, donc M. Correa et moi-même, nous avons fait donc la tournée. Heureusement qu'il y avait le vin de Bordeaux, que nous aimons tous les deux très fort. Mais donc, on a eu l'occasion de passer le film à Bordeaux, à Lyon, à Perpignan, à Marseille. Dernièrement à Marseille, vous avez d'ailleurs une photo du château de la Busine où nous avons donné un gala à Marseille, qui était en fait le château de Marcel Pagnol, le château de la Busine. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce château tellement bien rénové, j'ai voulu mettre la photo, il est sur la dernière page du livre en fait. Et donc, quand vous faites l'addition de tout ça, vous vous rendez compte que finalement, sans distribution, puisqu'il faut le dire, je n'ai pas distribué le film, parce que finalement les distributeurs qui sortaient le film, ils me l'auraient sorti une semaine dans une salle, on aurait eu 3 pelés, 3 tondus, et il ne se serait rien passé, parce que personne ne connaît la star qui joue le consul, personne ne connaît le sujet. Donc j'ai pensé que l'approche d'aller directement avec le public, comme Méliès l'avait fait à l'époque, c'est la meilleure solution. Et c'est ce que nous avons fait. Et ma foi, nous avons, je crois que je peux compter une vingtaine de projections maintenant à travers la France. Et là, je pars à Cannes, au Festival de Cannes, pour le 19. J'ai une projection dans la synagogue de Cannes, pour la 2e fois, mais là, ils vont le montrer en version française. Puisqu'on l'avait jusqu'ici qu'en version portugaise, sous-titrée. Voilà. Oui, en fait, je ne sais pas, certains d'entre vous ont sans doute connu l'exploration du monde, où l'auteur du film venait présenter son film sur un écran, ça se passait même parfois aux Beaux-Arts, dans la grande salle. Et donc, en fait, il venait parler d'une aventure, en fait. Et finalement, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire la même chose, parce que finalement, c'est une aventure. La production de ce film est une aventure, et donc sa distribution doit être une aventure aussi, quelque part. Et le fait que chaque fois qu'on en a l'occasion, évidemment, la projection était accompagnée d'un concert avec de vrais musiciens, et celui qui a écrit la musique, Henri Serroquet, qui la dirigeait devant tout le monde, cela donne immédiatement une autre dimension à la projection. On entre déjà dans l'émotion du sujet, et après le film, c'est finalement la découverte des personnages. Et l'émotion est déjà créée, les personnages arrivent, et je pense que c'est une façon formidable de créer un véritable contact avec le public. Voilà, et maintenant on est parti vers un élargissement encore de ce public,
grâce à ce DVD. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas qu'un simple DVD, et je veux qu'on en parle, parce que c'est un DVD libre, et effectivement, il y a un fascicule qui accompagne, et dont vous allez me parler, parce que non seulement il met le personnage dans le contexte de l'époque, mais plus largement, il situe cette époque-là, les événements historiques et les affres de la déportation des Juifs. Oui, exactement. Si vous feuilletez un peu le livre, d'ailleurs je vais le prendre ici. Donc vous avez d'une part l'introduction du livre, donc qui parle de ce que Aristide de Souza a fait. Donc voilà. Et il y a des photos évidemment extraites du film, mais j'ai voulu mettre des photos aussi du véritable personnage, parce que donc là c'est forcément une séquence du film, mais vous feuilletez plus loin encore des séquences du film, et nous arrivons tout d'un coup, ici, ce sera plus facile, voilà. Vous voyez plein de photos du film, mais nous arrivons alors vraiment de ce qui s'est réellement passé, et là voilà le véritable personnage, Aristide de Souza Mendes, et sa femme Angelina, qui lui a donné 14 enfants. Donc pour vous dire que j'en ai rencontré des petits-fils, hein. À New York, d'ailleurs Gordon Edwards s'en souvient aussi, on a rencontré lui il était de, je ne sais plus, where was he from, Sebastian de Souza Mendes? Do you remember? From the West Coast, I think. Donc de la côte ouest. Un artiste qui a fait, pour son grand-père, il a fait des tas de peintures, gravures extraordinaires. Donc ça devrait intéresser Antoine, et qui vraiment a un très chouette talent et qui résumait un petit peu le sauvetage de son grand-père. Alors, plus loin, vous avez évidemment les statistiques. Vous avez par exemple la carte de l'Europe en 1940. Donc c'est aussi destiné pour les écoles, parce que je ne voulais pas seulement me limiter à l'histoire d'Aristide, mais aussi donner les statistiques malheureuses. Par exemple, les exterminations juives. Vous voyez en haut ici 3 millions, ils étaient 3 300 000 en Pologne, et finalement sont restés que 300 000 sur 3 300 000. Donc c'est une des statistiques. Persécution des Juifs à la Shoah, etc. Et ce que je voulais surtout aussi, c'est montrer toutes les étapes que nous avons parcourues. Et vous avez des photos qui reprennent tous les galas avec les petits-fils de Souza Mendes. Donc ici, vous voyez M. Correa et Antoine Daoud, qui était un autre petit-fils des 15 enfants, parce qu'il a eu 14 enfants avec Angelina, et avec sa maîtresse, un enfant après. Et nous avons rencontré sa fille à Pau, dans les Pyrénées. Donc sa véritable fille, je l'ai rencontrée avec Joao, d'ailleurs sa photo est dans le livre aussi. Je pense que ce livre est intéressant parce qu'il fait partie je trouve, de l'éducation qu'on devrait donner à la nouvelle génération qui se pose un petit peu des questions. Qu'est-ce que c'est que désobéir? Parfois ça peut être bon, si sa conscience l'indique. Si sa conscience lui dit vraiment de désobéir parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je trouve que c'est un exemple merveilleux et que les nouvelles générations doivent connaître. Oui, et je crois que si on compare un peu à notre époque, eh bien, ça peut toujours avoir une résonance maintenant, parce que quand on voit parfois les autorités onusiennes, la façon dont ils gèrent certaines crises, ou qu'ils ont géré certaines crises, hein, où les troupes devaient laisser faire des massacres sans bouger, parce qu'ils n'en avaient pas reçu l'ordre strict et précis, on peut se dire quand même que, eh bien, il suffit parfois d'un seul individu pour que tout change. Et là, quand on est à la tête de dizaines, enfin de milliers d'hommes armés, on ne parvient pas à changer le cours des choses. On laisse faire des massacres. Et je pense que ça pose la question vraiment de la façon dont on doit réagir vis-à-vis de ce qui se passe autour de nous. Il faut dire aussi que le consul de Bordeaux, c'est un personnage, évidemment,
qui a mis du temps, parce qu'il s'est opposé à Salazar, et donc il a désobéi à tous les principes de Salazar et Franco, bien sûr, parce que Franco avait dit à Salazar, il est hors de question qu'on laisse traverser l'Espagne par toutes ces personnes qui sont indésirables chez nous et qui vont venir s'installer chez vous, j'en ai rien à faire de ce qui va se passer chez vous, mais moi je n'en veux pas chez moi. Et évidemment, Salazar avait laissé... il n'osait pas s'opposer à Franco, qui avait quand même choisi le parti d'Hitler, ça il faut bien le dire, contrairement à Salazar, malgré tous ses défauts. Mais quand il y a eu la révolution des œillets, eh bien, il a fallu encore plus de 10 ans, plus de 20 ans même, pour que finalement le consul de Bordeaux soit considéré comme un véritable héros dans son propre pays. Donc c'est extraordinaire. Alors là, évidemment, le film a été tourné entièrement en portugais, mais grâce justement à ces interventions, notamment de Rolat, Sigmund Rolat, on a pu faire une version française. Et donc le film peut avoir maintenant une grande diffusion en Belgique, en France, en Suisse, et probablement au Canada aussi. Et là, je crois qu'on pourra faire parler de ce personnage exceptionnel qui n'a même pas été vraiment reconnu, très tardivement, en tout cas dans son propre pays. En fait, ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'en fait, Salazar a récupéré l'action. Par la suite, il s'est flatté, effectivement, de l'ouverture qu'il a manifestée envers les réfugiés juifs et autres au Portugal. C'est assez pervers. Bon, bien sûr, maintenant, je vais vous donner la parole. Nous, sans recommander ce DVD livre, parce qu'à la fois, effectivement, vous l'avez entendu, il a lu l'émotion devant une très belle histoire, qui a en plus le mérite évidemment de voir des racines historiques extraordinaires, une partie documentaire, pédagogique, et j'aime bien ce terme, pédagogique, non, vous verrez, c'est très intéressant, et aussi la musique puisqu'elle est jointe au DVD, au-delà de la musique. Pourtant, c'est ça la musique. Voilà. Et donc, mais à présent, je suis sûr que certains d'entre vous ont des questions à poser. Je l'éteins parce que c'était la musique justement du consul. Évidemment, vous voulez montrer qu'il y avait des vues. Voilà, je voulais montrer, ça c'est le CD et le DVD, donc, qui est en version française et sous-titré également la version portugaise, sous-titré en polonais, allemand, anglais, néerlandais et français. Voilà, donc il y a vraiment pour tout le monde. Et donc le livre existe en anglais, polonais au niveau des feuillets que vous avez ici, et en français également. Bien. Merci. Voilà, maintenant,